welcome to my channel. I hope you enjoy learning two stories. Mon mari était parti en déplacement professionnel pour une semaine. En voulant déplacer son ficus préféré, j'ai fait tomber le pot, et ce que j'ai découvert à l'intérieur a bouleversé ma vie. Cette histoire est une fiction. Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite. Bonne écoute. Jean est parti comme à son habitude, brusquement. Sa valise était déjà prête, son esprit ailleurs. Ce n'est que du travail, Émilie, a-t-il lâché d'un ton sec, presque mécanique, en ajustant sa cravate devant le miroir du couloir. Une semaine, 10 jours au plus. Je serai rentré avant que je ne te manque. Il m'a effleuré la joue d'un baiser rapide, esquissant un sourire sans chaleur, puis il a disparu. La porte s'est refermée derrière lui dans un clic sec, résonnant dans le silence soudain de notre appartement chic. Après 6 ans de mariage, Émilie s'était habituée à ses départs précipités, à ce rythme infernal, à ses réponses vagues sur ses affaires. Elle était devenue l'ancre calme, le port tranquille, attendant que son navire agité revienne de ses éternelles traversées. Seule à l'appartement, elle ressentit une petite étincelle de liberté s'allumer en elle. Elle n'était pas malheureuse avec Jean. Pas exactement. Mais sa présence imposait un poids diffus, comme une ombre invisible qui rôdait dans chaque pièce, silencieuse et jugeante. Lorsqu'il partait, cette oppression s'évanouissait. L'appartement redevenait à elle. Elle pouvait bouger librement, respirer à fond, se réapproprier les lieux. Portée par ce souffle d'indépendance, elle décida de consacrer la semaine à un grand ménage de printemps. Leur appartement était déjà impeccable, Émilie était naturellement méticuleuse. Mais certains coins restaient négligés, comme le balcon, un vrai capharnaüm de cartons bourrés de guirlandes emmêlées, de vieux magazines, de bric-à-brac qu'il s'était juré d'utiliser un jour. Le premier jour, elle attaqua le débarras avec une énergie farouche, comme si faire le vide pouvait apaiser cette gêne qui pesait en elle. Elle tria des années de souvenirs, pulls fanés, objets cassés, lettres d'amour qu'elle n'osait ni relire ni jeter. Chaque sac poubelle rempli allégeait un peu plus le passé. C'était un petit acte de révolte contre une inertie qu'elle ne soupçonnait même pas. Le deuxième jour, elle lava les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent comme du cristal, laissant le soleil inonder l'appartement d'une lumière chaude et purificatrice. Le troisième jour était dédié au balcon, un chantier qu'elle fuyait depuis des mois. Le soleil brillait fort, dorant les toits de la ville et promettant une journée productive. Émilie enfila une vieille robe de chambre élimée, à fleurs délavées, vestige d'une époque plus douce. Elle attacha ses cheveux châtains en une queue de cheval brouillonne et sortit sur le balcon, armée d'un chiffon humide, d'un seau savonneux et d'une playlist entraînante. Elle s'attela à la tâche avec méthode, triant, jetant les décorations fanées, recyclant les magazines jaunis, essuyant la poussière incrustée. Peu à peu, le désordre cédait la place à l'ordre. Elle ressentait une fierté tranquille devant les résultats. Puis elle arriva aux plantes. Une petite jungle verdoyante que Jean chérissait avec une attention presque maniaque. Son préféré, un grand ficus, trônant dans un coin, ses feuilles brillantes captant la lumière comme des émeraudes. Jean le soignait comme un ami. Il l'arrosait, le vaporisait, lui murmurait même des mots quand il croyait qu'elle ne l'entendait pas. Émilie, elle, ne s'en était jamais souciée. C'était le ficus de Jean, un élément de décor dont elle ignorait jusqu'au nom scientifique. Elle voulut déplacer le lourd pot en terre cuite pour nettoyer derrière. Mais le poids la surprit. Elle le souleva en forçant, les mains glissantes de savon, et le pot bascula. Dans un fracas sourd, il éclata au sol, projetant terre et racines sur les carreaux. Les racines tordues émergeaient comme des secrets mis à nu. Merde, souffla-t-elle, accablée par le désordre. La terre partout, les éclats scintillant au soleil, les racines à l'air. Elle s'agenouilla, les doigts dans la terre humide, essayant de tout remettre en ordre. Mais alors, quelque chose attira son regard. Un sachet plastique, hermétiquement fermé, dissimulé dans la terre. Son rebord couvert de terre, son contenu invisible. Un frisson remonta le long de sa colonne. Elle écarta les débris et souleva délicatement le sachet, les mains tremblantes, partagées entre la curiosité et l'angoisse. Il semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû, comme s'il contenait bien plus qu'un simple poids physique. Elle le déchira et en vida le contenu sur le sol du balcon. Son souffle se coupa net. Un hoquet lui échappa. Des liasses de billets impeccables, en dollars américains, attachés avec des bandelettes de banque, tombèrent en cascade. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'euros. Leur bord net, leur valeur vertigineuse. Un passeport, usé mais intact, au nom d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Et la photo n'était pas celle de Jean. Une clé USB discrète, rayée mais entière.
Un dossier épais marqué « Confidentiel » en lettres noires, rempli de documents officiels à l'apparence inquiétante. Les jambes d'Émilie fléchirent et elle s'écroula au sol, son esprit vacillant, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi cacher ça dans un pot de fleurs? Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait parmi les objets. Chaque pièce semblait appartenir à un puzzle qu'elle n'était pas sûre de vouloir assembler. Elle saisit le passeport, les doigts tremblants au point de le faire presque tomber. La photo datait, prise peut-être 10 ans plus tôt. Un homme au visage anguleux, au regard perçant. Inconnu. Et pourtant quelque chose. La ligne de la mâchoire. L'intensité du regard. Cela éveillait une sensation dérangeante, comme une ombre à la lisière de sa mémoire. Elle ne savait pas d'où, mais ce visage avait l'étrange saveur d'un fantôme oublié. Elle ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent des pages pleines de termes opaques, comptes offshore, virements, accords d'actionnaires, tableaux financiers aux chiffres vertigineux. Le nom de Jean apparaissait plusieurs fois, tissé dans les documents comme le fil d'une toile de mensonges. Relié à une société enregistrée aux îles Vierges britanniques. Son estomac se noua. Petit à petit, les pièces s'imbriquaient. Une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter se dessinait. Sa vie, si stable, si prévisible, si rassurante, n'était qu'un mirage. Une fragile maison de cartes prête à s'effondrer. Ses pensées revinrent aux explications évasives de Jean. Tout est sous contrôle, M, disait-il souvent d'un ton léger. Juste quelques petits contretemps. Rien d'inquiétant. Elle l'avait cru. Aimé. Avec la foi aveugle d'une épouse dévouée. Mais désormais, cette confiance semblait être une trahison. Non seulement envers elle-même, mais envers tout ce qu'elle croyait de leur mariage. Elle se sentait dupée, manipulée. Comme un pion dans un jeu dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Debout, chancelante, elle regarda la rue animée en contrebas. Le monde extérieur lui semblait soudain hostile, étranger. Les klaxons retentissaient. Les passants marchaient à vive allure. La vie continuait comme si rien n'avait changé. Mais pour Émilie, tout avait basculé. Son appartement, autrefois refuge, n'était plus qu'un décor de théâtre. Une scène pour un drame auquel elle n'avait jamais auditionné. Elle tourna en rond sur le balcon, l'esprit assailli de questions. Qui était vraiment Jean? Qu'avait-il caché toutes ces années? Et pourquoi, bon sang, dissimuler tout ça dans un pot de fleurs? Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette découverte. La vérité, quelle qu'elle soit, réclamait des réponses. Mais par où commencer? À qui pouvait-elle faire confiance? Son regard se posa sur le désordre. L'argent. Le passeport. Les documents. C'était bien plus qu'un simple accident. C'était une preuve. Une bombe sous la terre. Agissant par instinct, elle saisit son téléphone et prit des photos. Ses mains tremblaient, les images étaient floues, mais elles suffisaient à figer la scène. Des preuves, en cas de besoin. Avec précaution, elle remit le tout dans le sachet plastique, le glissa dans le pot brisé, recouvrit de terre et de morceaux, comme si de rien n'était. Pour un œil extérieur, cela passerait pour un banal accident. Cette nuit-là, le sommeil était un luxe inaccessible. Allongée dans le lit, Émilie fixait le plafond, l'esprit en vrac. Trahison. Peur. Colère. Incompréhension. L'obscurité amplifiait ses doutes. Comment avait-elle pu se tromper à ce point sur l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 6 ans? Comment avait-elle pu ignorer tous ces signes? Elle revit leur histoire. Les appels nocturnes, chuchotés. Les voyages qui s'éternisaient. Ses réponses toujours enjôleuses, toujours fuyantes. Chaque souvenir, désormais, ressemblait à un indice négligé. Un avertissement qu'elle n'avait pas su voir. Au matin, l'épuisement céda la place à une résolution froide. Elle ne pouvait pas rester paralysée. Elle saisit son téléphone et composa le numéro de son amie Claire, avocate. Une femme au calme rassurant, toujours là dans les tempêtes. « Émilie, viens chez moi » dit Claire d'une voix douce, presque maternelle. « On prend un petit déjeuner, on parle de tout ça. Tu n'es pas seule. » Ses mots furent comme une bouée. Elle attrapa ses clés et se dirigea vers le petit appartement chaleureux de Claire, en centre-ville. Assise à sa table de cuisine, bercée par l'odeur du café frais et du pain grillé, Émilie déversa enfin son histoire. Sa voix se brisa lorsqu'elle raconta le ficus, le fracas du pot et la découverte sidérante qu'il dissimulait. Elle décrivit chaque détail, le poids des billets dans ses mains, le visage inconnu sur le passeport, les documents énigmatiques laissant entrevoir une vie qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Claire l'écouta sans l'interrompre, ses yeux noisettes emplis d'empathie, hochant parfois la tête pour lui montrer qu'elle comprenait la profondeur de son désarroi.
Quand Émilie eut terminé, ses mains toujours serrées autour de sa tasse, Claire se pencha vers elle, le visage grave mais bienveillant. « C'est énorme, Em, dit-elle d'un ton calme mais urgent. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Si tout ça sort plus tard et que tu ne l'as pas déclaré, tu pourrais être mise en cause. Même si tu es innocente. » Le cœur d'Émilie s'emballa, une montée de panique lui brûlant la gorge. « Mise en cause ? Claire, je ne savais rien, je te le jure. » Claire lui prit la main avec fermeté, une pression rassurante. « Je le sais. Et je te crois. Mais le prouver sera compliqué. Les autorités pourraient penser que tu étais au courant, surtout en tant qu'épouse. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'y aller maintenant. Être transparente. Coopérer à 100%. C'est ta meilleure chance de te protéger. » Après le petit déjeuner, elles prirent la voiture pour se rendre au parquet. Chaque kilomètre ajoutait à l'angoisse d'Émilie. Ses paumes étaient moites, son ventre noué à l'approche de l'imposant bâtiment gris, ses couloirs austères décuplant son stress. Claire resta à ses côtés, lui adressant un sourire rassurant, un point d'ancrage. « Tu fais ce qu'il faut, Em. Je suis avec toi. » À l'intérieur, on les fit patienter avant qu'un jeune enquêteur, l'agent Michael Dumas, ne les accueille. Costume bleu marine impeccable, attitude professionnelle mais accessible, carnet à la main. Émilie, la voix hésitante, raconta tout, le départ brutal de Jean, la chute du pot, la découverte. Dumas l'écouta avec une attention minutieuse, prenant des notes, posant des questions précises sans jamais la brusquer. Sa manière calme mit Émilie un peu à l'aise. Lorsqu'elle eut fini, il lui demanda de rédiger une déposition officielle. Claire l'aida à la formuler, veillant à ce que chaque mot soit clair, concis, juridiquement irréprochable. En sortant du bureau du procureur, Émilie sentit comme un soupir de soulagement. Un poids s'était levé. Mais elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin incertain. Le lendemain, Dumas la rappela pour lui demander un témoignage officiel, accompagné de Claire. Elle subit des heures d'interrogatoire, son récit passé au crible, mais cohérent. Dumas lui annonça qu'une perquisition de son appartement serait nécessaire. Procédure standard. L'idée que des inconnus fouillent son intimité lui donnait l'impression d'être mise à nu. Mais elle acquiesça. Résister n'aurait rien arrangé. La perquisition eut lieu le mardi matin suivant. L'air était vif, mais la journée avait un goût étrange. Une équipe d'enquêteurs menée par Dumas arriva avec un mandat. Leur présence attira les regards curieux des voisins derrière leurs volets entr'ouverts. Les joues d'Émilie s'enflammèrent à l'idée des rumeurs qui allaient circuler. L'équipe fouilla avec méthode, armoires, tapis, moindre recoin. Sur le balcon, ils se concentrèrent sur le ficus brisé. Ils en extrayèrent soigneusement le sachet plastique contenant les preuves, liasses de billets, faux passeports, clés USB, dossiers confidentiels. Chaque objet fut photographié, enregistré, scellé devant témoins. Une procédure rigoureuse, presque irréelle. Émilie avait l'impression d'assister à une scène tirée d'une autre vie que la sienne. Dumas la remercia pour sa coopération. Son ton restait professionnel, mais une pointe d'empathie perçait. Il la prévint, les éléments allaient être envoyés à l'analyse et elle pourrait avoir besoin d'un avocat pour les suites. Seule dans son appartement désormais sens dessus-dessous, Émilie se sentit vidée. Comme si sa vie avait été démontée pièce par pièce. L'espace autrefois chaleureux, chargé de souvenirs, de dîners en tête-à-tête, de rêves partagés, était devenu un décor souillé. Un rappel cuisant des mensonges qui avaient soutenu son mariage. Elle erra de pièce en pièce, effleurant les objets familiers, une photo de leur voyage de noces, un vase qu'ils avaient choisi ensemble. Chaque objet semblait maintenant appartenir à une autre époque, à une autre vie. Quelques jours plus tard, Dumas rappela avec une nouvelle qui la fit vaciller. La clé USB contenait des preuves d'un système financier complexe, société écran, blanchiment d'argent, et Jean au centre de tout. Il était sous surveillance fiscale depuis des mois. Suivi, mais les enquêteurs manquaient d'éléments exploitables, jusqu'à ce qu'Émilie découvre la cachette. Un mandat d'arrêt avait été émis. Jean était désormais recherché pour fraude et blanchiment à grande échelle. La nouvelle frappa Émilie de plein fouet. Chaque mot sapait un peu plus les fondations de son monde. Peur, douleur, trahison. Un tourbillon d'émotions qu'elle ne parvenait plus à contenir. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait placé sa confiance, avec qui elle avait construit sa vie, était un inconnu. Un criminel. Et ses secrets venaient de pulvériser sa réalité. Ce soir-là, Émilie retrouva Claire dans un petit café tranquille. La lumière tamisée, le jazz en fond, tout tranchait avec le chaos dans son cœur.
Ses yeux étaient rouges de fatigue, ses doigts jouaient nerveusement avec une serviette en papier pendant qu'elle racontait l'appel de Dumas. Claire l'écouta attentivement, son regard mêlant compassion et détermination, son café intact. « Je sais que tu as l'impression que le monde s'écroule, dit Claire, d'une voix ferme mais douce. Mais tu dois penser à toi, Em. Demande le divorce. Coupe tous les liens avec lui. Si tu restes lié à lui, ses ennuis risquent de t'entraîner, juridiquement, financièrement, émotionnellement. » Le cœur d'Émilie se serra à l'idée de mettre fin à son mariage. Affronter le monde seul lui semblait une mer noire et sans repère, prête à l'engloutir. Mais les paroles de Claire tranchèrent la peur comme un phare dans la nuit. « Je m'occupe de tout, lui assura Claire. Tu n'es pas seule. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et je serai là à chaque étape. » Jean fut arrêté à l'aéroport dès sa descente d'avion, pris sur le fait avec le faux passeport en main. Dumas appela Émilie le lendemain. Sa voix était posée, mais on y sentait une certaine satisfaction, comme après une longue traque enfin close. Il est en garde à vue. Accusé de fraude, blanchiment d'argent, usurpation d'identité. Il va falloir que vous veniez témoigner. La nouvelle la frappa de plein fouet. Ce n'était plus un soupçon, mais une vérité brute. Incontestable. Un frisson la parcourut, entre soulagement et effroi. Au parquet, elle subit un nouvel interrogatoire, dans une pièce grise à l'odeur de café rassis. Dumas l'interrogea sur les affaires de Jean, ses contacts, ses finances, ses habitudes. Émilie répondit avec sincérité, malgré le tumulte intérieur. Elle avoua n'avoir jamais creusé les détails de ses activités, l'avoir cru sur parole, aveuglément. Cette confiance, à présent, ressemblait à une plaie ouverte. Un rappel de sa propre naïveté. « Avez-vous jamais soupçonné l'existence de comptes offshore ?» demanda Dumas, son stylo suspendu au-dessus du carnet. « Non, répondit-elle, la gorge nouée mais la voix ferme. J'ai découvert ces documents dans le pot. Je ne savais rien. Je croyais qu'il gagnait bien sa vie sans plus. » Elle évoqua ses doutes grandissants, ses discussions avec Claire, leur décision d'alerter les autorités. Les questions revenaient, tournaient en rond, comme pour tester sa version. Mais Émilie n'avait rien à cacher. Et sa vérité tenait bon. Après des heures, Dumas se pencha en arrière, son ton se radoucit. À ce stade, rien ne laisse penser que vous étiez complice. Vous êtes témoin, pas suspecte. Ces mots tombèrent comme une bouée, lavant une culpabilité qu'elle portait sans en avoir conscience. Ce même jour, Émilie entama la procédure de divorce. La main tremblante, elle signa les papiers, décidée à couper tous les ponts avec Jean et les mensonges qui avaient empoisonné leur mariage. Elle lança aussi une action civile pour la séparation des biens. Elle savait que la fortune de Jean, aussi frauduleuse soit-elle, était sans doute dissimulée derrière un réseau complexe. Claire l'aida à réunir les preuves, relevés bancaires, factures, documents attestant que l'appartement avait été acheté avec les économies d'Émilie avant le mariage. Le tribunal lui donna raison. L'appartement lui fut officiellement attribué. Une victoire âpre, mais essentielle. Un morceau de son âme récupéré. Ce lieu, qu'elle avait décoré avec espoir, avec des rêves de futur à deux, devenait à présent son refuge. Les rêves étaient brisés, mais l'espace lui appartenait. Et elle allait lui redonner un sens. L'enquête avançait. Émilie coopérait pleinement, fournissant tous les documents nécessaires, répondant à chaque convocation. Les avoirs de Jean furent gelés, pour l'empêcher de les transférer à des sociétés écrans ou des prête-noms. Ses avocats tentèrent de revendiquer une part de l'appartement, prétendant que ces fonds, même illicites, avaient permis des travaux augmentant sa valeur. Mais Claire, rigoureuse et tenace, apporta des preuves solides, relevés, apports familiaux, dossiers démontrant l'indépendance financière d'Émilie. Elle plaida avec force, les biens issus d'activités criminelles ne pouvaient justifier une quelconque part. Le tribunal rejeta les prétentions de Jean. L'appartement fut déclaré, sans équivoque, propriété exclusive d'Émilie. Jean resta incarcéré, dans l'attente de son procès. Son sort désormais scellé par les preuves qu'Émilie avait mises au jour. Elle ne le visita pas. Elle n'en avait ni la force ni l'envie. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. Il n'était plus qu'un mensonge. Ce qu'elle ressentait maintenant, un mélange amer de déception et de mépris. Une douleur persistante, mais qui ne la définissait plus. Il avait choisi son chemin. Un chemin fait de manipulation, de faux semblants. Et maintenant, il en payait le prix. Seule. Parfois, dans de rares rêves, elle le voyait. Suppliant. Brisé. L'ombre de celui qu'elle croyait connaître. Mais chaque fois qu'elle se réveillait de ses rêves, Émilie le faisait avec une résolution nouvelle, avancée. Refusant de laisser Jean hanter son cœur, ni son avenir.
Elle se reconstruisit avec une détermination née de l'épreuve qu'elle venait de traverser. Elle s'inscrivit à des cours en ligne sur les bases du droit, bien décidée à ne plus jamais être prise au dépourvu. Elle étudia les contrats, les documents financiers, ses droits en tant que citoyenne. Chaque leçon était une brique de plus dans l'édifice de son indépendance. Elle entama aussi une thérapie. Pour affronter la trahison. Pour se reconstruire. Les séances étaient douloureuses, mais libératrices. Elles lui permirent de démêler la culpabilité qu'elle ressentait de n'avoir rien vu plus tôt. Peu à peu, elle retrouva confiance. Sa voix devint plus assurée. Son regard plus clair. Son cœur plus léger. Elle croyait toujours en l'amour. Mais désormais, elle savait qu'il devait reposer sur la transparence, le respect mutuel, une honnêteté sans faille, tout ce que Jean n'avait jamais vraiment offert. Dans son appartement, désormais véritable havre de paix, Émilie acheta un nouveau ficus. Plus petit que celui de Jean, avec des feuilles fines et lumineuses, plantées dans un simple pot en terre cuite non vernissée. Un choix modeste. Authentique. Elle le plaça sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, là où il baignait dans la lumière du matin. Ses feuilles vertes formaient une promesse silencieuse de renouveau. Chaque jour, en sirotant son café en regardant le soleil se lever sur la ville, ce ficus lui rappelait sa force, sa résilience et la vie qu'elle était en train de reconstruire. Une vie sans secret. Remplie d'espoir. Et ouverte à l'amour véritable, celui qui l'honorerait pleinement. Elle se mit aussi à tenir un journal. Elle y versait ses pensées, jour après jour, un rituel pour digérer le passé et rêver l'avenir. Elle écrivait sur la femme qu'elle devenait, plus forte, plus lucide, plus audacieuse. Et sur les rêves qu'elle osait de nouveau poursuivre. Elle renoua avec d'anciens amis, reconstruisant ce réseau de soutien qu'elle avait laissé s'effriter durant son mariage. Elle organisa de petits dîners chez elle. Les rires, les verres qui s'entrechoquaient, remplissaient à nouveau l'espace de chaleur. Elle reprit la peinture, une passion abandonnée depuis longtemps. Elle y trouva du réconfort. Chaque coup de pinceau était une reconquête. Une façon de combler les vides laissés par la trahison. Son appartement, autrefois champ de bataille de souvenirs blessants, devint une toile à elle. Un lieu pour guérir, grandir, recommencer. Un soir, alors qu'elle arrosait son nouveau ficus, Émilie s'arrêta pour contempler la ville. Les lumières scintillaient comme des étoiles contre le crépuscule. Et en elle, une certitude douce s'installa, elle était exactement là où elle devait être. La route serait encore longue. Il resterait des défis, procédures juridiques, regards en coin des voisins, la trace douloureuse du passé. Mais elle était prête. Elle avait fait face à la vérité. Traversé la tempête. Et en était ressortie plus forte. Le petit ficus, solide, en pleine croissance, devenait le symbole de son nouveau départ. Une vie enracinée dans la sincérité, la résilience, et cette foi inébranlable qu'elle pouvait bâtir un avenir plus lumineux que son passé.